Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas encore notre association, nous sommes une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes atteintes de cancer, tout type de cancer. Nous vous informons via le Rose Magazine que vous voyez derrière moi, que vous pouvez trouver gratuitement dans vos hôpitaux ou le recevoir directement chez vous en adhérant à notre association. Pour compléter ce magazine qui paraît 2 fois par an, nous avons un site internet rose-up.fr où vous pouvez trouver non seulement tous les contenus des magazines, mais également des contenus exclusifs avec des actualités que nous remettons à jour régulièrement. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux, et pour les femmes qui n'habitent pas dans ces grandes villes, via Ma Maison Rose Up, donc des ateliers et des webinaires en ligne comme celui d'aujourd'hui. Et nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et aujourd'hui j'anime un webinaire sur l'immunothérapie avec le professeur Tartour. Je vous laisse vous présenter. Merci Émilie. Donc Eric Tartour, moi je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou, l'hôpital Necker, dans un service d'immunologie où on se consacre beaucoup à la fois à l'amélioration des traitements et à un meilleur suivi des patients qui sont traités par immunothérapie. D'accord. Merci. Alors, je rappelle le principe pour les personnes sur Zoom. Donc, vous pouvez poser vos questions via l'onglet Q&R en bas de votre écran et je les transmettrai au fur et à mesure au professeur. Et j'ai oublié de dire que les 3 missions que nous portons, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien pour les accomplir. Donc, n'hésitez pas à adhérer à notre association. Voilà, l'introduction est faite. Donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, on va commencer par une question très simple, c'est quoi l'immunothérapie? C'est quoi la définition de l'immunothérapie? Alors, je crois qu'il faut refaire un petit rappel historique. Mhm, Jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, on pensait que pour guérir le cancer, il fallait tuer la cellule tumorale. Donc, tous les traitements depuis plus d'un siècle, depuis qu'on connaît le cancer, ont cherché à éliminer cette cellule tumorale par différents moyens, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des thérapies ciblées. Et depuis 10 ans, on a imaginé un nouveau type de traitement qui consiste à dire, au lieu d'éliminer directement la cellule tumorale, c'est de stimuler le système immunitaire du patient afin que ce système immunitaire stimulé soit capable lui-même de tuer la cellule tumorale. Donc, c'est finalement une sorte de rupture avec ce qu'on avait jusqu'à présent comme principe thérapeutique. C'est-à-dire, on veut tuer la cellule tumorale, bien sûr qu'on veut tuer la cellule tumorale, mais en passant par le système immunitaire du patient. d'accord, donc c'est très clair. Le problème, c'est que la cellule tumorale, on sait, elle prolifère énormément, donc il y a des mutations dans son ADN qui font que, elle peut échapper un peu à ce système immunitaire. Oui, tout à fait. En fait, c'est une sorte de bataille permanente entre la cellule tumorale qui veut échapper au système immunitaire et le système immunitaire qui veut être efficace contre la cellule tumorale. Euh, Juste un petit point qui peut permettre de comprendre ce que vous venez de dire, c'est qu'en Mm. fait, la relation entre la tumeur et le système immunitaire, c'est pas une relation qui est ponctuelle, c'est Mhm. qu'elle a lieu pendant des années. Oui. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que à un stade, je dirais, avant l'apparition du cancer, il y a déjà des interactions entre la cellule tumorale et le système immunitaire. Mhm. Donc, on a des fois des longues interactions. Et finalement, le cancer se développe et progresse quand le système immunitaire a perdu la bataille. Mais dans de nombreux cas, le système immunitaire est capable d'éliminer la tumeur sans même qu'on s'en aperçoive. Oui, donc là, c'est vraiment quand ça allait trop loin et que le système immunitaire est un peu dépassé et C'est que passé. la tumorale peut se développer. Alors, il y a sous le terme immunothérapie, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut, alors ce qu'on connaît en général le plus, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint ou les inhibiteurs de point de contrôle, les anti-PD1, PDL1. Mais il y a aussi les CAR T-cells.
la vaccinothérapie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont englobées dans ce terme. On va peut-être du coup commencer par les inhibiteurs de checkpoint ou de point de contrôle en français. Donc, ces anticorps anti-PD1, PDL1. Alors, eux, comment ils fonctionnent sur eux? C'est quoi le principe de ces immunothérapies-là? Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la cellule tumorale essaye d'échapper au système immunitaire. Alors, comment elle fait pour échapper au système immunitaire? Elle va se mettre à exprimer des molécules. Et dans ce cas-là, la molécule, c'est PDL1. Mhm. Lorsque cette molécule PDL1 rencontre la molécule PD1, qui est son ligand, qui est exprimé sur des cellules du système immunitaire, ben, ça va inhiber ces cellules immunitaires, voire les tuer. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est des stratégies très fines développées par la cellule tumorale pour bloquer finalement le système immunitaire. C'est par ce type de stratégie que finalement la tumeur peut progresser. Et là, c'est deux chercheurs, un premier, un japonais qui est Honjo et un deuxième qui est un américain qui est Allison, qui ont eu le prix Nobel Oui. il y a 3 ans, qui ont eu cette idée en se disant si la tumeur a développé ces stratégies pour bloquer le système immunitaire, est-ce qu'on ne peut pas le débloquer? Mhm. Et pour ça, ils ont développé ce qu'ils appellent des anticorps, c'est-à-dire des molécules qui bloquent l'interaction Mhm. entre PDL1 et PD1. Alors, quand ils ont eu l'idée il y a 20 ans, puisque personne n'aurait mis 1 euro, je pense, dans cette hypothèse, hein, quand même, de guérir le cancer en bloquant une interaction, mais ils l'ont fait, ils y ont cru. Ils Et ont nous, raison. quand on a vu le premier essai clinique en 2012 de Suzanne de Topalian, Mhm. on n'y a pas cru nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on trouvait qu'il y avait déjà des effets assez importants sur des tumeurs très évoluées pour un essai clinique très précoce de phase 1, où d'habitude, dans les essais cliniques de phase 1, on Choisi. regarde surtout la toxicité, c'est-à-dire voir si le traitement n'est pas toxique. Mais là, sur un essai clinique de phase 1, on voyait déjà 30% de réponse clinique. Donc là, ça a été, je dirais, cet article du New England de 2012, c'est vraiment le début de l'immunothérapie moderne, quoi. Et, OK. au- et aujourd'hui, je dirais que depuis 2012, il y a plus de 80 indications cliniques qui utilisent ce principe. Donc, c'est complètement exponentiel. On reviendra justement Ouais. sur les cancers qui sont concernés Al- par ce type d'immunothérapie plus tard. Ouais. Alors, les autres approches, il y a ce qu'on appelle les carticelles. Alors, c'est quoi Mhm. les carticelles? Pour l'immunothérapie dont on vient de te parler, on stimule le système immunitaire directement chez l'individu. Ouais. Je rappelle, en gros, la cellule tumorale met une sorte de frein sur les cellules immunitaires en se fixant via le PDL1. Donc là, on va bloquer l'interaction. Donc le système immunitaire peut faire son travail naturel, on va dire. Il peut se réactiver, quoi, en fait. Ouais. Une- Alors, il y a des gens qui ont dit, au lieu de faire ça, est-ce qu'on ne pourrait pas purifier les cellules immunitaires du patient, Mhm. les modifier pour qu'elles soient plus efficaces et les réinjecter au patient? Alors, c'est un peu plus lourd parce que là, on est obligé de. C'est de la thérapie cellulaire, il faut trier les cellules, les modifier pour les rendre encore plus puissantes et les réinjecter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les thérapies par carticelle. Mhm. Donc, ces thérapies par carticelle ont connu un grand succès en hématologie, Oui. dans les leucémies, dans les myélomes, pas encore beaucoup dans les tumeurs solides. Alors, pourquoi dans les leucémies et pas dans les tumeurs solides? Ce qu'on pense, c'est que, en général, les maladies du sang, ben, ça se passe dans le sang. Et donc, dès qu'on va injecter un carticelle dans le sang, il rencontre la cellule le tumorale. Mhm. Alors que Ah oui. pour les tumeurs, pour un cancer du sein, pour un cancer du poumon, il faut qu'il aille dans la tumeur. Mhm. Donc, ils sortent des vaisseaux et qu'ils aillent jusque dans le tissu, C'est ça. Et organe. là, et là, on pense qu'on ne maîtrise pas encore tout. D'accord. Donc, ça, Pour c'est. expliquer pourquoi c'est très efficace dans les tumeurs du sang et qu'il y a encore des améliorations à faire au niveau des tumeurs solides. OK. Et est-ce il y a d'autres. Je parlais de la vaccinothérapie. Est-ce que ça rentre aussi dans les immunothérapies? Oui. Alors, les vaccins, ça a commencé il y a pas mal de temps, il y a 50 ans à peu près, parce que ça part du principe que la cellule tumorale
elle exprime des molécules qui sont reconnues par le système immunitaire. Mhm. Mais ça, il a fallu du temps quand même pour mettre en évidence ça. Mais c'est clair aujourd'hui que la cellule tumorale exprime des molécules qui peuvent être reconnues par le système immunitaire. Oui, parce À que partir, même si au départ c'est une cellule de notre corps et que normalement notre système immunitaire n'est pas fait pour reconnaître nos cellules du corps, elles ont tellement muté que finalement elles se mettent c'est à ça. exprimer à leur surface des choses qui sont reconnues comme étrangères par le système immunitaire et du coup qui va enclencher une réponse. Et même des cellules, je dirais presque normales, présentes aussi sur ça, peut être reconnues au niveau de la tumeur. Donc il y a cette reconnaissance. À partir de là, les gens se sont dit, bah, si ces molécules sont reconnues, est-ce qu'on ne pourrait pas vacciner les personnes pour stimuler leur système immunitaire contre ces molécules? Mhm. Donc ça a été fait. Et jusqu'à il y a encore, je dirais, 2 ans, ça ne marchait pas. Je sais pas. Ouais. Pourquoi ça ne marchait pas? L'hypothèse, c'est de dire, bah, on va avoir enfin, des cellules immunitaires activées, Mhm. mais la tumeur, elle va très vite les bloquer. Ce qu'on a vu au début C'est ça. avec le PD1 et PD-L1. Et donc, les grands espoirs aujourd'hui, c'est les combinaisons des vaccins Mhm. avec un anti-PD1. D'accord. Et donc là, il y a eu, Euh, on lève le frein que met on la lève le frein, morale. on stimule avec le vaccin. Mhm. Et donc là, il y a 2 grands essais positifs, pour une fois, c'est-à-dire que ils ont vacciné des patients qui avaient un mélanome Oui. traité par de la chirurgie. Mhm. Et on sait qu'il y a certains patients avec des hauts risques de récidive qui vont récidiver dans les 2 ans, quoi, normalement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vacciné ces personnes avec un vaccin contre des molécules présentes sur la cellule tumorale, plus un anti-PD1. D'accord. Et là, ils ont diminué de 50% la fréquence des récidives. Donc ça, c'est le premier essai finalement. Donc si on avait fait le vaccin seul, ça Ça n'aurait pas marché. ne marche pas. Mhm. L'anti-PD1 seul, il marche, mais quand on fait les deux, bah, ça marche encore mieux. Donc, il peut y avoir des synergies entre les différents types d'immunothérapie en plus. Donc, c'est Et là, intéressant. on comprend bien parce qu'il y a à la fois un côté d'activation par le vaccin et un autre effet qui est la levée du blocage et du frein, quoi, finalement. Donc les Ouais, deux, on comprend que c'est. Donc là, il y a beaucoup d'essais en ce moment de vaccination qui reposent sur cette combinaison. C'est-à-dire, d'accord. Alors, il y a Claire qui nous demande quelle est la différence entre une thérapie ciblée et une immunothérapie. Ça, c'est une bonne question. oui. Alors, l'immunothérapie, c'est la stimulation du système immunitaire avec les différentes approches qu'on a vues avec l'immunologie. La thérapie ciblée, ça cible la tumeur parce qu'on sait aujourd'hui que au niveau de la tumeur, il y a beaucoup de mutations et qu'on est capable parfois, et ces mutations vont faire proliférer la tumeur. Et on est capable parfois, par ce qu'on appelle les thérapies ciblées, de bloquer ces mutations. Exemple, mutation au GFR, enfin, il y a beaucoup de cibles possibles et de traitements adaptés. Mais Mhm. là, on revient sur finalement, on veut tuer la cellule tumorale directement. D'accord. Oui, c'est ça. C'est comme les premiers traitements contre le cancer. Alors que l'immunothérapie, c'est vraiment, on passe par le système immunitaire pour détruire la cellule tumorale. Euh, donc, juste pour qu'on continue un peu sur la vaccinothérapie, c'est vrai on a vu que ça repartait aussi un peu grâce au Covid aussi, qui a remis en avant les vaccins ARN, etc. La difficulté dans la vaccinothérapie, c'est de trouver justement une cible qui est spécifique à la cellule tumorale pour pas que le système immunitaire s'attaque aux cellules saines et puis, enfin, pour avoir une cible finalement. Alors oui, alors, comme la cellule tumorale, elle mute beaucoup. Les gens se sont dit, ben, c'est bien, on va prendre des molécules qui sont mutées sur la cellule tumorale et on va stimuler le système immunitaire avec ces molécules mutées. Donc ça, c'est la bonne stratégie et c'est assez logique. Sauf que les mutations présentes dans un type de cancer, chez un patient donné, ne sont pas les mêmes types de mutations présentes chez un autre type de cancer ou chez un autre patient donné. Et donc, c'était très compliqué de faire des vaccins à façon, Oui. c'est-à-dire personnalisés et spécifiques pour un cancer et un patient. Sauf que maintenant, on peut contourner ce problème grâce aux vaccins ARN. Parce que les vaccins ARN, ça va très vite. Mhm. Et donc, on peut imaginer, donc le vaccin qui est positif dans le mélanome, c'est ce qui a été fait. On prend la tumeur du patient, on détecte ses mutations. À partir de là, on met tout ça dans l'ARN, la séquence des mutations, et on fait un vaccin en moins de 2 mois.
alors qu'avant, ce n'était pas possible. Ah Donc oui, là, oui. cette stratégie de mutation plus l'ARN qui a été développée dans le Covid, ça permet d'imaginer des vaccins de troisième génération et qui sont personnalisables C'est pour ça. un individu donné. Donc, on a vraiment des traitements ultra personnalisés qui sont spécifiques du patient. On change complètement de paradigme quand on pense à la chimiothérapie et la radiothérapie, qui sont des traitements qui sont pas du tout spécifiques et qui sont administrés un peu à tous les patients, on va dire. Je pense à ça parce qu'il y a, alors que je retrouve son nom, il y a beaucoup de questions qui arrivent, du coup, je ne sais plus, je n'ai pas noté le prénom de la spectatrice, mais il y a une personne qui demandait si un jour la chimiothérapie pourrait être remplacée par l'immunothérapie. La chimiothérapie, puis les autres traitements classiques. Alors là, si vous voulez, le traitement qui est le plus donné aujourd'hui, c'est la combinaison des deux, la D'accord, chimiothérapie et l'immunothérapie. Pourquoi? Parce que dans certaines situations, il semble que la chimiothérapie peut aussi éliminer les mécanismes d'évasion du cancer. d'accord. Donc, comme tout à l'heure, il pourrait y avoir une synergie entre l'immunothérapie et la chimiothérapie. Donc, pour l'instant, on n'est pas sur du remplacement, on est souvent sur des combinaisons, sauf dans certaines tumeurs où là, clairement, l'immunothérapie a remplacé la chimiothérapie, comme le mélanome, par exemple, on ne donne plus que l'immunothérapie. Mhm. Dans le cancer du rein, on donne l'immunothérapie. Mais dans le cancer du poumon, dans le cancer du sein, là, les deux semblent mieux marcher que chacun seul. D'accord. C'est Alors, justement, l'immunochimiothérapie, quoi. ok. Bah, du coup, ça mène à ma prochaine question sur les localisations de cancer. Est-ce que l'immunothérapie fonctionne dans tous les cancers actuellement? Est-ce qu'il y a des indications pour tous les cancers? Ou est-ce qu'il y a des cancers pour lesquels l'immunothérapie fonctionne mieux? Alors, il est clair qu'il y a des indications où l'immunothérapie fonctionne bien, même très bien. Je prends bon, l'exemple typique, c'est le mélanome. Une personne qui avait un mélanome avec des métastases, il y a 10 ans, bah, en général, les personnes avaient une survie qui était à moins d'1 an. Aujourd'hui, avec l'immunothérapie, on a maintenant un recul à plus de 7-8 ans. Ouais. Le cancer du poumon, bah, il semble que la survie est doublée sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est vraiment des grands succès. Le cancer du rein, qui était un cancer assez résistant au traitement, Mhm. il y a plus de 50% de réponses. L'immunothérapie plus des anti-angiogéniques. Donc il y a des tumeurs comme ça où vraiment l'immunothérapie apporte un bénéfice. Il y a d'autres tumeurs où l'immunothérapie est indiquée avec des bénéfices entre 20 et 30% des cas. Là, il y a certains cancers digestifs, cancer de vessie, cancer, ouais. Et il y a des cancers où l'immunothérapie ne marche pas. Mhm. Pour le glioblastome, le cancer du pancréas, le cancer de la prostate. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Il y a déjà des traitements qui sont efficaces et qu'on pourrait encore améliorer, mais il y a Mhm. encore des résistances. Donc là, beaucoup de gens travaillent sur ces résistances. Et on arrive à comprendre, ouais, on est en train de chercher d'où viennent ces mécanismes de résistance, pourquoi ça ne fonctionne pas dans ces cancers-là. C'est la recherche avance, j'imagine, dans ce domaine-là. Alors, si on prend par exemple il y a beaucoup de cancers hormonodépendants, aussi bien au niveau du sein qu'au niveau de la prostate, Mhm. où ça marche pas. Donc, il y a beaucoup de recherches sur pourquoi est-ce que les hormones interfèrent avec le système immunitaire? On ne sait pas très bien. D'accord. Donc, il y a clairement beaucoup de cancers hormonodépendants Mhm. où l'immunothérapie ne marche pas. Donc, ça, c'est une piste. D'accord. Après, pour les problèmes de glioblastome et de choses de ce type, il faut que les anticorps arrivent, la migration jusque dans le cerveau. Donc, aussi, puis, il y a des tumeurs qu'on détecte trop tard, c'est-à-dire qu'on détecte souvent tard, comme le cancer Mhm. du pancréas. Et donc Mhm. là, effectivement, l'idée, c'est de voir si on peut pas le détecter plus précocement. Ouais. Ouais. Et ça m'amène à la biopsie liquide. La semaine prochaine, j'organise un webinaire sur la biopsie liquide qui sera peut-être aussi une promesse pour détecter plus tôt les cancers et ces mutations. Oui, à contrario, par contre, le mélanome, le cancer du poumon, qui sont souvent provoqués par des agents cancérigènes, enfin mutagènes comme les UV ou la cigarette,
le fait que ça produise encore plus de mutations, ça explique aussi pourquoi les tumeurs sont mieux reconnues par le système immunitaire. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une corrélation entre plus il y a de mutations dans la cellule tumorale, Ouais. mieux elle est reconnue par le système immunitaire et plus l'immunothérapie va marcher. Ça veut dire aussi que qu'il ne faut pas dire aux gens de fumer pour avoir des mutations et avoir un cancer du poumon, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, alors finalement, le tabac, c'est bien. Bah, ça fait quand même un cancer. Oui. Ça fait quand même un cancer, mais effectivement, c'est des cancers qui sont mieux traités aujourd'hui grâce à l'immunothérapie que ce qu'on faisait avant. Et Mais alors, oui, allez-y, je vous laisse finir. oui, tout ce que vous dites, plus les cancers de vessie sont des carcinogènes chimiques, souvent dans des maladies professionnelles, c'est pareil. C'est-à-dire D'accord. que il y a maintenant des traitements, soit des inhibiteurs de PARP, ou, enfin, des traitements qui favorisent la mutation sur la cellule tumorale. Donc, pour imaginer un traitement qui favorise la mutation Mhm. au niveau des mécanismes de réparation de l'ADN, Ouais, ouais. on couple après avec de l'immunothérapie. D'accord, ok. Donc, forcer la cellule tumorale à se rendre visible par le système immunitaire Exact. en faisant toutes ces petites mutations. Ok. Et donc, du coup, ce qui m'amène à ma question suivante, est-ce que on a un moyen de détecter les patients qui vont répondre à l'immunothérapie? Est-ce que pour recevoir une immunothérapie, il faut déjà qu'on ait montré que la tumeur exprime telle ou telle mutation, ou on parlait du PD1, PDL1. Est-ce qu'il y a une sélection des patients qui sont susceptibles de répondre à l'immunothérapie? Alors, bah, vous venez de parler des mutations. Effectivement, plus il y a des mutations dans une tumeur, plus on va répondre. La deuxième chose, c'est que finalement, de stimuler le système immunitaire, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lève un frein. Mhm. Mais pour que le patient réponde, il faut qu'il y ait quand même des cellules immunitaires au niveau de sa tumeur. S'il n'y a pas de cellules immunitaires, bah, si vous levez le frein, il ne va rien se passer. Par contre, si vous avez des cellules immunitaires et que vous levez le blocage, ils vont se réactiver. Donc la présence finalement d'une réponse naturelle contre le cancer est un facteur prédictif de réponse. Et là, il y a souvent entre 30 et 35% des patients qui ont cette réponse naturelle. D'accord, Et ça peut varier d'une tumeur à l'autre. d'accord. Et ensuite, pour recevoir des anticorps anti-PD1, PDL1, on vérifie la présence de ces marqueurs à la surface des cellules tumorales, ou pas toujours, il me semble, ça dépend. Alors, c'est pas toujours, mais quand il y a du PDL1 sur la cellule tumorale, bah, c'est plutôt un facteur de réponse. Mhm. Mais il peut y avoir PDL1 et la patient ne va pas répondre, peut-être parce qu'il n'a pas les mutations, parce qu'il n'a pas les cellules immunitaires. Et il arrive aussi des fois où il n'y a pas PDL1 et le patient peut répondre. D'accord. Ouais. Maintenant, là, c'est l'immunothérapie par PD1 et anti-PDL1. Mais Oui. aujourd'hui, il y a une floraison de nouveaux anticorps. Il y a un anticorps qui s'appelle anti-LAC3, il y a des anticorps anti-CTLA4. Donc là, ça va très très vite. Et donc, Mhm. c'est peut-être pas forcément les mêmes marqueurs de prédiction de la réponse pour chacun d'entre eux. D'accord. Pour bien comprendre, il y aura pas. L'immunothérapie ne fonctionne pas chez tout le monde. Il y a différents types d'immunothérapie. Donc, c'est vraiment du cas par cas en fonction d'une part de la localisation du cancer, des marqueurs présents à la surface des cellules tumorales. Enfin, ça englobe. On comprend que c'est très complexe finalement comme traitement. Et on revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire sur la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'il y a certains cancers aujourd'hui où on a différentes options thérapeutiques, Mhm. ce qui est plutôt bien. Mais pour savoir quelle est la meilleure option qu'il faut donner dans une première ligne thérapeutique, ben là, il faut trouver des bons biomarqueurs qui vont permettre de dire, ben là, il faut commencer par ça, et puis après par ça, et puis après par ça. Donc, il y a toute une recherche très active sur la sélection via des biomarqueurs spécifiques pour chaque type de traitement. Oui, ça, on a bien compris que c'est vraiment ça, vers ça que tend l'oncologie actuellement. C'est vraiment une médecine personnalisée en fonction de ces biomarqueurs.
Alors maintenant, ces immunothérapies, elles interviennent quand dans le parcours de soins? Est-ce que, parce qu'il y a Elisabeth qui fait remarquer très justement que dans les cancers métastatiques, l'immunothérapie a plutôt des bons résultats, mais est-ce que l'immunothérapie peut être proposée assez tôt dans le protocole de soins? Est-ce qu'il faut forcément avoir fait une chimio ou une radiothérapie pour recevoir de l'immunothérapie, ou est-ce qu'on peut à bénéficier de l'immunothérapie en tout début de traitement? Bah, comme tout à l'heure, ça va dépendre des cancers. C'est-à-dire, si on prend le mélanome, bah, ses premiers traitements, c'est l'immunothérapie. Dans le cancer du poumon, sans mutation, sans et de traitement ciblé, bah, dans le premier traitement, c'est soit l'immunothérapie, soit l'immunochimiothérapie. Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Donc, on n'est pas, on peut bénéficier de l'immunothérapie sans être sans attendre, j'ai envie de dire, que son cancer soit avancé, voire métastatique. Maintenant, c'est vraiment un traitement qui arrive dans des lignes très précoces Et de. je dirais que c'est clairement ce qu'on voit à l'avenir, c'est ce qu'on appelle les traitements néoadjuvants. C'est quoi les Oui. traitements néoadjuvants? C'est-à-dire que la personne a une tumeur. D'habitude, si la tumeur est opérable, on va l'opérer Mhm. en espérant que tout s'arrête là et qu'il n'y aura pas de récidive. Mhm. Ce que les gens font aujourd'hui, justement pour essayer d'éviter les récidives, c'est que ils font l'immunothérapie avant la chirurgie pour stimuler le système immunitaire. D'accord. Ils font la chirurgie et là, ils se rendent compte que la récidive est moins forte que si on avait juste la chirurgie. Parce qu'on a permis d'amplifier une réponse mémoire, enfin une réponse immunitaire, ce qui fait qu'après la chirurgie, bah, finalement, c'est la réponse immunitaire qui va empêcher la récidive. Alors que si on avait fait la chirurgie seule, il n'y Mhm. aurait pas eu peut-être cette réponse immunitaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traitements néoadjuvants, où ça vient très très fort dans le mélanome, dans le cancer du poumon. On a l'impression que ça va. Donc on aura l'immunothérapie avant presque la chirurgie. D'accord. Donc là, on est aussi en train de revoir la séquence des traitements pour voir ce qui serait, ce qui apporterait le meilleur bénéfice finalement. Parce que finalement, l'ordre dans laquelle on fait les traitements, on comprend que ça a une incidence sur. C'est important sur la récidive, sur la réponse mémoire, quoi. Finalement, le système immunitaire, il sert un peu plus à une sorte d'immunosurveillance, quoi, Ça. à long terme. Et il faut Tandis que. que euh, c'est ça. Tandis que la chirurgie, on opère à court terme, et puis après, oui. on Euh, passe. alors, on a beaucoup de questions justement sur ces cancers qui répondent ou pas à l'immunothérapie. Il y a Cécile qui nous demande si l'immunothérapie fonctionne dans les cancers du sang type lymphome. Donc, on a dit tout à l'heure que les CAR-T-cells Ouais. fonctionnent plutôt bien dans les cancers du sang. Oui, c'est-à-dire que au niveau des cancers du sang, l'immunothérapie marche très bien dans la maladie de Hodgkin, où on a plus de D'accord. 80% de réponses. D'accord. Pour tout ce qui est lymphome, voire leucémie, là, c'est plutôt les CAR-T-cells. Donc, il y D'accord. a une sorte d'image en miroir entre les cancers hématologiques et les cancers solides. On a Ok. d'un côté CAR-T-cells Mhm. et de l'autre côté plutôt les anti-PD1, PD-L1 pour les tumeurs solides. Sauf la maladie de Hodgkin où on a effectivement les anti-PD1 qui marchent à plus de 80%. Du coup, c'est l'exception parmi les cancers du sang, quoi. On a des questions. Alors, le cancer du sein fait partie des cancers qui répondent, si je ne me trompe pas, qui ne répond pas extrêmement bien à l'immunothérapie. Mais récemment, elle est quand même bien entrée dans les cancers du sein triple négatif, si je ne me trompe pas. Oui, Sur tout à fait. Alors, question ce qu'on là-dessus. disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les cancers du sein qui sont hormonodépendants, Mhm. donc plutôt de meilleurs pronostics, Oui. ceux-là ne répondent pas à l'immunothérapie. Par Mhm. contre, le sous-groupe des patients des cancers du sein triple négatif, là, il y a maintenant des associations chimiothérapie-immunothérapie qui donnent des résultats. Donc, D'accord. à l'intérieur d'un même cancer, il y a des sous-groupes Ouais. qui vont répondre. Et là, il semble que ce soit vraiment le côté aussi hormonodépendant, non hormonodépendant. D'accord. Ce qui est plutôt intéressant puisque le cancer du sein triple négatif, donc il porte ce nom-là parce qu'il n'a pas beaucoup de marqueurs à sa surface. Donc c'était vraiment un espoir pour ces patientes-là qui ne peuvent pas bénéficier des hormonothérapies ou d'autres thérapies ciblées. Ça, D'accord. Oui. c'est une grande avancée. On avait des questions aussi sur les effets secondaires de ces immunothérapies. Est-ce qu'elles sont très différentes des traitements plus standards, type radiothérapie, chimiothérapie?
Oui, effectivement, les effets secondaires sont liés finalement au type de traitement. Quand on va stimuler le système immunitaire, on va le stimuler contre le cancer. Donc là, ça permet justement d'avoir les effets thérapeutiques. Mais on va avoir aussi une stimulation plus générale qui peut parfois entraîner des effets secondaires de type auto-immunité. C'est-à-dire que le système immunitaire va aussi avoir une action sur des cellules normales. Mhm, mhm. Alors, heureusement, les anticorps anti-PDA, PDLA peuvent avoir ça. Néanmoins, c'est dans moins de 10 à 15% des cas. Donc, ça reste. D'autres immunothérapies peuvent être plus toxiques, comme l'anti-CTLA4, parce que là, il va encore plus activer le système immunitaire, notamment au niveau des ganglions. Donc là, on a des effets thérapeutiques qui sont un peu meilleurs, mais avec des effets secondaires un petit peu plus importants. Donc, toutes les questions aujourd'hui, par exemple, qui sont posées, c'est est-ce que une personne qui a une maladie auto-immune et un cancer peut être traitée par l'immunothérapie? Au début, bah, on avait peur, on disait, bah, vaut mieux peut-être éviter. Et puis aujourd'hui, on a tendance à dire, bah, finalement, c'est possible. Ça peut amplifier un peu la maladie auto-immune, pas Mhm. toujours, D'accord. mais entre amplifier un peu la maladie auto-immune qu'on peut contrôler par notre traitement et avoir un effet sur le cancer. Oui, la balance euh, bénéfice-risque, elle est vite, et elle est donc, contrairement à la chimio qui agit beaucoup sur la moelle osseuse, la déplétion des cellules pas du sang, la immunothérapie, ça, bah, c'est lié à son mécanisme d'action qui stimule le système immunitaire, pas Mm. toujours uniquement contre le cancer. Oui, oui. Il y en a parfois ce qu'on appelle des thyroïdites, c'est-à-dire maladie de la thyroïde, parce qu'il y a eu une sorte de thyroïdite auto-immune, Une. Mhm. Mhm. ou des Justement, colites, des choses comme ça. justement, là, vous parlez des maladies auto-immunes et il y a plusieurs personnes qui comprennent pas très bien parce que souvent, quand on a un cancer, on a une baisse des globules blancs et du coup, elles se demandent comment du coup l'immunothérapie peut fonctionner si on a une baisse des globules blancs. Mais la baisse des globules blancs, elle est pas constante quand on a un cancer. Oui, c'est une bonne question. Alors, elle n'est pas constante. La baisse des globules blancs, elle est souvent secondaire à la chimiothérapie. C'est ça. Mm. Donc, si vous êtes à distance de la chimiothérapie, bah, les globules blancs vont quand même remonter. Et toutes les chimiothérapies n'ont pas le même effet sur les globules blancs. Il y a Mhm. ce qu'on appelle des chimiothérapies aplasiantes qui vont favoriser cette baisse de globules blancs et d'autres chimiothérapies qui sont moins aplasiantes. Donc, quand on fait des combinaisons, on a tendance à essayer de combiner des chimiothérapies moins aplasiantes avec l'immunothérapie. Oui, d'accord. Il y a une question aussi qui est revenue à plusieurs reprises. Elisabeth et Camille se demandent du coup si ce traitement par immunothérapie, vu qu'on l'a vu, il est là pour lever les freins, notamment que la cellule tumorale applique sur le système immunitaire. Est-ce que du coup c'est un traitement à vie ou est-ce que c'est pour une durée déterminée? Oui, c'est une bonne question. Alors, nos collègues du mélanome sont plus avancés que nous, que Caroline Robert, Céleste Lébé à Saint-Louis. Eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les personnes qui sont mises en rémission complète après l'immunothérapie, puisqu'il y a des guérisons, D'accord. au bout d'un an, ils arrêtent. Et dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin de remettre. Par contre, ceux qui sont en réponse partielle, Oui. quand on arrête, il y en a qui reprennent et d'autres qui ne reprennent pas. Donc ça, on ne sait pas. Donc ça veut dire que chez certains patients, on peut arrêter l'immunothérapie. Mhm. Chez d'autres, on ne sait pas. D'accord. Mais Ça veut donc, très clairement, ça veut dire qu'une fois qu'on a bien stimulé notre système immunitaire, c'est comme quand on fait un vaccin, on n'a pas besoin de se revacciner en permanence, quoi. dire- Mais par contre, donc ça veut dire que quand on arrête l'immunothérapie chez un patient, il y a quand même une phase de surveillance où on s'assure que... et du coup, si ce n'est pas suffisant, on le remet sous immunothérapie ou, ou est-ce qu'il faut changer de traitement? Ça, c'est au cas par cas, j'imagine. Alors là, c'est voir une des perspectives de ces traitements, c'est de comprendre les résistances, c'est-à-dire pourquoi le patient a répondu parfois et puis a récidive. Donc, c'est pour ça qu'on propose souvent à des patients de faire des biopsies. C'est Mhm. pas pour les embêter, c'est pour essayer de comprendre est-ce que la tumeur a évolué. Et donc, si elle a évolué, elle est devenue résistante à certaines immunothérapies, mais ça ne veut pas dire qu'elle est résistante à toutes les immunothérapies. Mhm. Donc maintenant, on a quand même plusieurs types d'immunothérapie. Donc là, l'idée, c'est de se dire, s'il y a une récidive,
bah, peut-être qu'il faut modifier un peu le type d'immunothérapie, rajouter du CTLA-4 ou du Ouais. LAG3. Donc, mieux comprendre les mécanismes de résistance. Mhm. Oui, ça, c'est vraiment un vrai sujet, la résistance, parce que si on veut comprendre finalement une cellule tumorale, c'est pas un environnement homogène. C'est un peu comme si, c'est un peu comme les bactéries finalement. Quand on prend des antibiotiques, on tue les bactéries qui sont sensibles à cet antibiotique, mais s'il y a d'autres bactéries qui sont résistantes à cet antibiotique, bah, elles vont continuer elles vont survivre et continuer à proliférer. Donc finalement, c'est un peu ce qui se passe aussi dans la tumeur. Donc du coup, si, y a un traitement qui fonctionne et qu'il y a des résistances qui apparaissent, il faut trouver un autre traitement pour... Bah oui, c'est exactement ça. C'est un peu Darwin, c'est un peu la pression de sélection. Ouais. On va faire une pression de sélection, ça va guérir, et puis il y aura quelques cellules qui résistent. C'est ces cellules qu'il faut analyser et de se dire, bah, je vais modifier mon traitement pour tenir compte de Mhm. la modification de la cellule tumorale. C'est, je pense, la médecine de demain, c'est Ouais. clair, Mhm. qu'il faut comprendre quand ça marche, et puis quand ça marche pas. Moi, où je suis un peu optimiste, c'est que je vois bien qu'au niveau même des industriels, Mhm. il y a un nombre de molécules en développement et en essais cliniques en immunothérapie. Je ne les connais pas toutes, hein, mais c'est vraiment énorme. Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'outils Mhm. thérapeutiques dans les années qui viennent qui permettront peut-être d'adapter le traitement sur des résistances particulières. Mhm. Donc on aura des nouvelles molécules et on aura certainement aussi des nouvelles méthodes pour détecter rapidement ces résistances, détecter les Ouais. nouvelles mutations qui apparaissent Je et pense, agir rapidement. voilà, dans le monde, c'est aujourd'hui, tout le monde travaille sur ces résistances, comment les détecter mieux, quel traitement proposer en cas de résistance. Donc, Mhm. il y a une personne tout à l'heure qui a parlé de thérapie ciblée. Mhm. Ils faisaient la même chose, hein, ils font toujours la même chose, là, mais quand il y a une mutation, il y a une résistance après un traitement de thérapie ciblée. On essaie de comprendre pourquoi il y a cette évasion, cette résistance, et de trouver un autre traitement de thérapie ciblée. Ben, c'est la même chose pour le système immunitaire. Il y a Carole qui demande, parce que, elle se pose beaucoup de questions sur le système immunitaire, et il y a Carole qui se demande si est-ce qu'il y a un risque à surstimuler le système immunitaire ces méthodes-là. Il y a aussi Isabelle qui se demande si on doit se faire vacciner contre le Covid pendant une immunothérapie. Est-ce qu'on ne risque pas d'un peu épuiser le système immunitaire au bout d'un certain temps? Alors, le recul qu'on a aujourd'hui, c'est de 10 ans. C'est-à-dire que les premiers médicaments, parce que les premiers médicaments de nos patients, c'est 2014. Donc, ça fait moins de 10 ans. Avec un recul de 10 ans, on n'a pas vu apparaître des seconds cancers. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un risque, au moins sur 10 ans, à ce qu'on ait une stimulation. Mais moi, je dirais presque l'inverse. C'est-à-dire que normalement, si votre système immunitaire est très stimulé, bah, peut-être qu'il va vous aider à empêcher d'autres cancers. Mhm. Parce que le cancer, en général, c'est quand le système immunitaire Et défaillant. est défaillant, a perdu la bataille. Là, vous avez un système immunitaire qui est plutôt diatonique. Et donc, c'est comme c'était en train d'être montré aussi pour d'autres vaccins. Lorsque vous vous vaccinez contre certains agents infectieux, exemple le BCG, vous pouvez aussi protéger contre d'autres pathogènes parce que vous avez Oui, stimulé votre système immunitaire. Donc, oui, pour c'est l'instant, système. ce qu'on voit, c'est pas une augmentation d'autres cancers. Je dirais que c'est plutôt, on devrait plutôt peut-être voir une diminution d'apparition de cancer après une simulation du système immunitaire. Et entre le Covid et les Oui, anti-PD1, on n'a pas vu d'interférence. C'est-à-dire que d'accord. les gens qui étaient vaccinés par le Covid n'ont pas vu leur traitement par anti-PD1 moins bien marcher D'accord. parce qu'on ne stimule pas les mêmes choses. Quand on stimule un vaccin contre le Covid, c'est pour le SARS-CoV-2, c'est pour le virus. Les anti-PD1 que vous donnez contre le cancer, c'est pour essayer de cibler quand même des molécules de la cellule Ouais. tumorale. Oui, oui. Donc, il n'y a pas Donc, d'interaction. donc pour l'instant, on n'a pas vu. Le seul point qui pourrait se poser, c'est si vous avez une chimio-immunothérapie, où là, vous pouvez avoir une diminution des globules blancs. Il vaut Mhm. mieux attendre que les globules blancs
remonte pour donner un vaccin Covid. Voilà, c'est la Oui. seule. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec l'aplasie. De toute façon, en général, en disant que les patients aient repris un peu de force de défense immunitaire avant de leur proposer ce genre de traitement. Par Euh, contre, le problème, c'est que si vous êtes en aplasie et que vous attrapez le Covid, là, effectivement, il y a un risque pour vous. oui, Donc, je pense que tous les patients atteints de cancer ou de maladies graves comme ça doivent se faire vacciner contre le Covid au meilleur moment de leur séquence oui, thérapeutique. c'est Mais ça. ça me semble indispensable. Mais en général, ils savent que quand ils sont sous aplasie, ils doivent faire aussi attention, peut-être porter un masque ou ne pas être trop en contact avec des personnes malades ou autres. Donc, je pense que, enfin, on l'avait vu pendant la crise du Covid, finalement, les patients atteints de cancer étaient assez habitués à tous ces gestes barrières. Donc, je pense elles sont plutôt alertes là-dessus. Alors, je regarde les questions, mais en fait, il y a beaucoup de questions sur des cas particuliers. Désolée, mesdames, mais on peut pas faire des consultations médicales, c'est trop compliqué. Je vois par exemple Séverine qui pose la question sur les cancers du sein triple positif métastatique. Donc, on l'a vu tout à l'heure, pour l'instant, les résultats, c'est plutôt dans les cancers du sein triple négatif qu'on a Triple des, négatif, qu'on a oui. des, qu'on a des résultats. Voilà, on a eu des questions sur les cancers du poumon avec des biomarqueurs particuliers comme ALK ou des Alors, choses comme ALK, on revient sur ce qu'on appelle la thérapie ciblée. ça. Donc là, ALK, c'est un réarrangement entre deux gènes dans le cancer du poumon. Et il y a, pour ces réarrangements, des traitements qui sont spécifiques de ce réarrangement, mais au niveau de la cellule tumorale. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que les patients qui sont avec ce type de réarrangement, qui répondent plutôt bien aux thérapies ciblées, ils répondent pas à l'immunothérapie. D'accord. Donc, il y a une sorte de réponse croisée Oui, entre certains traitements ciblés et l'immunothérapie. On ne sait pas encore bien pourquoi. Et d'accord. donc, il faut savoir que bon, c'est pour ça que plus on est personnalisé, il ne faut Mhm. pas dire je vais donner de l'immunothérapie à tout le monde ou je vais C'est donner ça, des traitements ciblés à tout le monde. Plus on est personnalisé, plus on a des chances qu'on ait efficace. une réponse le plus adaptée, quoi. Mhm. Il y a Stéphanie qui nous pose la question du pembrolizumab. Alors là, on est dans la thérapie ciblée ou on est dans l'immunothérapie? Alors, le pembrolizumab, c'est de l'anti-PD1. Donc là, c'est de D'accord. l'immunothérapie, hein, c'est le premier immunothérapie avec le nivolumab. Mhm. Aujourd'hui, depuis 2014, il y a 11 traitements anti-PD1 ou anti-PDL1 qui sont D'accord. sur le marché. Donc, en 14 ans, 11 molécules. Donc, chaque industriel veut avoir maintenant son anti-PD1 ou son anti-PDL1. Et elles ont vraiment des efficacités différentes, tous ces médicaments, alors même qu'elles ont la même, qu'elles bloquent le même mécanisme, elles ont la même cible. Alors, sur un plan théorique, on pourrait dire que c'est pas tout à fait la même chose de mettre un anti-PD1 ou un anti-PDL1. Oui. Sans rentrer dans les détails, je peux vous dire que par exemple le PD1, il se lie au PDL1, mais il se lie aussi à une autre molécule qui s'appelle PDL2. Et donc on pourrait dire que si on bloque PD1, c'est pas pareil que si on bloque PDL1. Sur le plan pratique, on n'a pas de preuve formelle que les deux médicaments sont différents, sauf que il y a eu des essais cliniques où des anti-PD1 ont marché, mais pas des anti-PDL1 et inversement. Donc ça veut Ouais, dire que il y a certainement des différences, mais les industriels n'aiment pas trop comparer les molécules entre elles, parce que ça va tuer l'une des deux. Et donc, c'est plus sur des observations indirectes qu'on a l'impression que c'est pas quand même tout à fait pareil. Et peut-être sur une tumeur, on va mettre anti-PD1, anti-PD1. Si on prend d'accord. par exemple dans les traitements adjuvants dans le cancer du rein, Mhm. le, l'anti-PD1 pamrolizumab a marché, mais d'autres anti-PDL1 ou anti-PD1 n'ont pas marché. Donc, ça veut D'accord. dire, on prend la même. Alors, est-ce que c'est le groupe de patients qui n'est pas pareil? Donc, il y a quand même des questions qui restent encore à résoudre. Donc ça, Sur c'est est-ce que c'est vraiment, exactement pareil ou. donc ça, c'est vraiment on a bien compris hein, qu'il y a eu vraiment eu un changement de paradigme et que maintenant, que c'est grâce à une meilleure connaissance des mécanismes et de la cellule tumorale qu'on arrive à avoir ces traitements très, très personnalisés. Donc ça va évoluer aussi avec la recherche, ce que découvre la recherche. Et c'est pour ça que je vous dis, on demande souvent à des patients de se faire prélever ou de faire une biopsie. Mhm. En général, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à un moment donné
de leur maladie, quoi. Alors, il y a Emmanuel qui se repose la question de, de départ finalement. Pourquoi, à un moment donné, notre système immunitaire, il fonctionne plus? Pourquoi, tout d'un coup, il a... Parce qu'on sait, hein, en permanence, on a des petites cellules qui pourraient devenir des tumeurs qui apparaissent dans notre corps. Et notre système immunitaire est capable de les éradiquer. Pourquoi tout d'un coup, il est plus capable de faire son job? Alors, soit parce que la tumeur a réussi à faire qu'elle soit moins bien reconnue, Mhm. exemple, elle exprime PDL1, tout ça. Mhm. Soit que le système immunitaire, à un moment donné dans votre vie, peut être moins efficace parce que vous prenez des traitements qui vont affaiblir votre système immunitaire. Mhm. Soit il y a aussi le problème de l'âge, comme pour Ouais. le Covid. On Mhm. sait que plus on avance en âge, moins notre système immunitaire est performant. Alors ça peut varier entre les individus, hein, c'est pas un âge fixe, mais ce problème de l'âge fait que ça peut permettre de comprendre pourquoi le cancer augmente aussi avec l'âge. La fréquence des cancers, c'est une maladie qui augmente avec l'âge. Donc il y a à la fois la cellule tumorale qui se protège mieux, des, des choses qui se passent dans votre vie qui vont diminuer l'activité de votre système immunitaire, ou Mhm. alors l'âge, quoi. Je pense que c'est les trois points, les trois paramètres qui peuvent expliquer pourquoi finalement un cancer apparaît. Mhm. D'où l'intérêt de booster notre système immunitaire. Est-ce que vous avez des petits conseils pour booster notre système immunitaire? On sait que le sport, par exemple, a un effet Oui, sur la défense immunitaire. oui, on sait que l'exercice physique améliore les paramètres. Alors, il n'y a pas eu des choses vraiment faites sur le cancer, je pense, mais améliore les indicateurs du système immunitaire. Mhm. Donc, euh, il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que des, quand on a fait des infections quand on est jeune, Mhm. il faut souvent restimuler régulièrement votre système immunitaire. Alors, soit c'est pas la peine de faire des infections aujourd'hui, mais les vaccins sont intéressants parce qu'il y a certains vaccins qui peuvent protéger contre certains cancers. Mhm. C'est-à-dire que l'hépatite B, le HPV, le HPV, c'est un bon exemple, puisqu'en Australie, ils ont commencé le HPV il y a plus de 10 ans. Il n'y a plus déjà de lésions prédioplasiques et Ouais. diminution des fréquences des cancers. Pareil en Finlande. Mhm. En France, où les gens se vaccinent peu quand même, il n'y a pas eu de diminution de ces cancers. Donc, ça veut dire que Mhm. là, voilà un exemple où le vaccin va vous permettre d'avoir une immunité contre certains virus associés au cancer et clairement les cancers diminuent. Donc, il y a des vaccins qui effectivement sont capables, vaccin contre l'hépatite B, contre le HPV. Et il y a en ce moment beaucoup de vaccins qui sont en développement, qui pourraient aussi avoir un impact sur le cancer. C'est des vaccins contre l'Epstein-Barr virus, qui est Ouais. responsable de beaucoup de lymphomes. Donc là, il y a Mhm. des vaccins de Moderna, tout ça, qui sont en cours de développement. Donc, D'accord. Là, on parle bien de vaccins préventifs, hein, parce que tout à l'heure, on était sur la vaccinothérapie, donc des vaccins oui. qu'on utilise quand le cancer est déjà en place. Mais là, vous citez des vaccins préventifs contre des cancers qui sont liés à des virus, finalement. Donc, ceux liés au HPV, cancer du col de l'utérus, ORL, etc. Il y a Elisabeth qui demande si on peut imaginer qu'un jour, il y a un vaccin qui existe, qu'on donnerait aux enfants pour les protéger contre plusieurs cancers. Donc, il y a déjà le vaccin HPV contre le cancer du col, cancer de l'anus, ORL, etc. Est-ce qu'on peut imaginer ça pour des cancers qui ne sont pas liés à des virus? Donc, sur des cancers, je dirais, tout venant de la population, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait le faire parce que on a vu tout à l'heure que chaque cancer a plein de mutations qui sont différentes d'un autre patient. Donc, je ne vois pas comment on pourrait faire quelque chose d'universel. Par contre, on Mhm. pourrait imaginer que pour des cancers héréditaires, Mhm. là, il y a des choses qui pourraient être faites. D'accord. Mais pour les cancers, je dirais classiques, je ne vois pas comment on pourrait prédire les mutations de ces patients par rapport à d'autres. C'est tellement aléatoire, mais en effet, pour les cancers héréditaires, on connaît déjà la mutation qui sera transmise. On peut imaginer Oui. de vacciner. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'immunothérapie?
Est-ce qu'il y a des patients qui ne pourront jamais recevoir une immunothérapie par leur état de santé ou d'autres raisons? Alors, c'est pas forcément des contre-indications, mais par exemple, je, je vois que j'ai des enfants qui ont des déficits de certaines de leurs cellules immunitaires. Mhm. Donc, des patients qui ont ce manque d'activation de leurs cellules immunitaires, c'est vrai que l'anti-PDA risque de moins bien marcher parce que ils n'ont pas le système immunitaire qu'ils peuvent activer. C'est Ouais, pas une contre-indication, mais c'est ça ne voilà, fonctionnera pas. Enfin, ça pas bien. risque, ça risque de moins bien fonctionner. Mhm. Les deuxièmes contre-indications, c'est des patients qui prennent des traitements immunosuppresseurs pour des Mhm. transplantations, par exemple. Ouais. Donc là, le fait qu'ils prennent un traitement immunosuppresseur, bon, c'est déjà pas. Mais surtout, la question, c'est que dans la transplantation, on veut éviter des rejets. Et donc, si on donne de l'anti-PDA, ça va activer notre système immunitaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de rejet? Mhm. Tout ça, c'est vraiment ce qu'on discute actuellement parce que comme la transplantation, ça marche bien, que les gens vivent plus longtemps, bah, il y a des cancers qui se développent chez ces patients. Est-ce que chez ces patients, on peut donner de l'anti-PDA ou pas? Je n'ai pas de réponse conclusive, mais ça pose quand même des questions Ah ouais. de risque, quoi. Il y a beaucoup de questions encore. Il y a Cécile qui repose une question sur cette question j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup une crainte autour de cette façon, ce risque de trop stimuler, trop booster notre système immunitaire. Il y a Cécile qui dit, y a-t-il un risque à trop booster son système immunitaire? Par exemple, si on fait beaucoup de sport alors qu'on est sous immunothérapie, est-ce que notre système immunitaire est vraiment susceptible de s'épuiser? J'ai déjà posé un peu la question, mais je la repose d'une autre façon parce que je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Alors, par rapport à l'épuisement du système immunitaire, il y a un épuisement naturel parce que beaucoup de cellules du système immunitaire viennent de ce qu'on appelle du thymus, qui avec l'âge s'atrophie. Néanmoins, lorsqu'on stimule notre système immunitaire, on va le stimuler, mais après, on arrive à une phase de repos. Mhm. Et après, on peut le restimuler. Donc, il n'est pas stimulé en permanence. Ouais. Mhm. Donc, vous voyez, il y a des phases, donc quand vous donnez un traitement par anti-PDA, vous voyez une activation dans la semaine qui suit, et après, ça diminue. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, on le laisse se reposer un peu, quoi. Mhm. 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 Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu de risque à long terme d'auto-immunité. Mhm. Néanmoins, on n'est qu'à 10 ans, là, aujourd'hui. Donc, Mhm. sur les 10 ans, donc, mais faut pas penser qu'il est stimulé en permanence, quoi. Oui. C'est pas, Et puis, il faut comprendre que en fait, notre système immunitaire, c'est plein de cellules qui reconnaissent des choses différentes. Et du coup, toutes ces cellules ne sont pas stimulées en même temps. C'est-à-dire qu'on a des lymphocytes qui vont reconnaître, je ne sais pas, le HPV. Ça ne sera pas le même lymphocyte qui va reconnaître un autre virus ou une autre bactérie. Donc, ce n'est pas parce qu'on stimule celui qui reconnaît le HPV qu'on active aussi tous les autres vous avez parfaitement raison. Effectivement, j'en ai médiane. pas parlé, mais on a ce qu'on appelle un répertoire de cellules immunitaires. On a à peu près, il y a 10 millions de cellules lymphocytes, B, T, différentes. Effectivement, vous allez stimuler peut-être 10, 100 000, mais vous en avez 10 millions. Oui, c'est ça. Donc, c'est une Donc, petite population qu'on sollicite ponctuellement. On n'a pas de risque d'épuiser en général notre système immunitaire. là, Après, ça n'a pas été montré. Et puis, il ne faut pas oublier que là, vous allez activer des cellules souvent qui expriment le PD1. voilà. C'est moins de 20% des cellules quand même en temps normal. Donc, ça veut dire que il y a 80% que vous n'allez pas trop toucher, quoi. Oui, on les laisse tranquilles finalement. Elles se reposent. On les Mais je stimule. comprends cette question sur l'activation du système immunitaire. Pour l'instant, bon, on sait qu'un anti-PDA, ça peut donner de l'auto-immunité, puisque effectivement, on va l'activer. Mais des effets à long terme ne sont pas bien connus. Il n'y a pas de choses qui sont apparues. Ouais. Rien qui soit alertant et qu'on ait détecté. Du coup, il y a des questions sur comment on peut booster son système immunitaire. Emmanuel demande si il existe des compléments. Est-ce que le fait de prendre des compléments alimentaires ou plus généralement d'ailleurs par l'alimentation, est-ce qu'on peut booster son système immunitaire? Alors, moi, je vois beaucoup de choses autour de ça. Et je préfère être honnête. Moi, pour être honnête, là, je ne sais pas bien.
Mhm, puisque mhm. je vois beaucoup de produits qu'on peut acheter en pharmacie. Alors, j'ai pas fait une recherche juste avant de venir ici sur des essais cliniques. Je trouve que il y a plein de produits et les gens parfois en sont contents. Ils me disent, tiens, j'ai pris ça là, cet hiver, j'ai pas eu d'infection derrière. Ce qui manque parfois, je trouve là, c'est des vrais essais cliniques, quoi. C'est-à-dire qu'on donne pendant l'hiver ça à une personne, on lui donne pas à une autre personne et on dit, tiens, j'ai moins d'infection, donc ça, j'ai pas vu. Donc ça veut pas dire c'est que ça marche pas, mais je peux pas vous dire oui, c'est sûr que À ça prouver marche. scientifiquement, ouais. Mais en tout cas, en général, quand on n'est pas malade, quand on a une alimentation équilibrée qui nous permet d'avoir un organisme qui fonctionne bien, nos défenses immunitaires fonctionnent bien aussi. C'est un peu corrélé, j'imagine. Oui, et puis ce qui est important à savoir, c'est que ces mutants utilisent beaucoup de molécules comme des vitamines, des choses Voilà. de ce type. Donc il Mhm. faut éviter des régimes déséquilibrés. Voilà. Le risque serait plutôt l'inverse. Pour vous dire Mhm. exactement, je vais vous décevoir avec ce qu'il faut prendre comme vitamines et tout ça. Je vois bien ce qui est disponible en pharmacie et tout ça. Mhm. Mais je préfère pas trop m'avancer sur un terrain que je connais moins Ouais, bien, quoi. très bien, très bien. Moi, je préfère autant. Il y a Elisabeth qui demande, à contrario, est-ce qu'il y a des aliments ou des compléments alimentaires ou autres, ou de la phytothérapie qu'il faut éviter quand on est sous immunothérapie? Elle pose la question parce que elle dit qu'en thérapie ciblée, on lui déconseille, enfin, on lui conseille de ne pas booster son système immunitaire par des aliments comme le thé vert. Est-ce Thé qu'il peut y vert, le avoir des système immunitaire. intérêts? Oui. Est-ce que, Bah, est-ce que plus généralement, est-ce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses entre l'immunothérapie et puis des plantes qu'on pourrait prendre ou des compléments alimentaires? alors, il y a certaines plantes qui peuvent contenir des hormones. Bon, ça Mhm, c'est clair. Mais là, comme ça, je ne vois pas effectivement de contre-indication alimentaire à l'immunothérapie, en dehors de ce qu'on a dit, c'est-à-dire de régime déséquilibré. mhm. Oui, parce que souvent les interactions médicamenteuses, elles sont liées au fait que certaines plantes qu'on peut prendre interfèrent avec les mécanismes d'élimination du traitement, par exemple. Au niveau Là, du métabolisme, ça oui. métabolisme, ouais. Là, pour le coup, l'immunothérapie, comme elle ne fonctionne pas du tout comme ça, Je ne pense pas. Parce en que tout cas, là, c'est pas connu, en tout cas. là, je dirais qu'avec l'immunothérapie, on n'a pas forcément besoin que la molécule reste stable dans l'organisme C'est ça. pendant longtemps. C'est souvent une sorte de boost. Mhm. Et après, bon, elle va être éliminée, plus ou moins vite peut-être avec des molécules qui vont interférer, d'autres médicaments. Mais c'est pas comme un traitement par chimiothérapie. On a besoin peut-être effectivement que la dose soit la maximale. C'est pas forcément la plus forte dose d'immunothérapie qui marche le mieux. D'accord. Parce qu'on s'aperçoit souvent que dans le système immunitaire, il y a une dose idéale. Mais si vous en donnez trop peu, bon, ça va marcher. Si vous en donnez trop, ça va trop le stimuler, ça va être moins efficace. Donc on Mhm. est dans des courbes en cloche. Contrairement au dogme et au paradigme de la chimiothérapie, c'est pas plus on en donne et mieux c'est. Oui. Il faut être dans le bon level où il n'est pas trop surstimulé, quoi. Ok, ah oui, donc c'est vraiment très différent des médicaments qu'on connaît. On arrive à la fin de l'heure. Je vais juste prendre une dernière question parce que il y a, comme nos spectatrices sont des spectatrices, sont des femmes qui sont parfois sous traitements hormonaux de substitution liés à la ménopause. Est-ce qu'il y a une contre-indication avec les traitements hormonaux? Bah, c'est une question qu'on peut se poser, mais pour l'instant, ça n'a pas été identifié comme un facteur de résistance. Tout à l'heure, je parlais des cancers hormonodépendants. Mm. Je parlais pas de l'hormonothérapie substitutive. Oui. Donc là, aujourd'hui, je ne connais pas d'études qui ont identifié l'hormonothérapie substitutive comme comme une résistance. Mhm. Donc, je ne vois pas d'études de ce type. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Mhm. Je suis d'accord. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. En tout cas, on n'a pas observé pour l'instant Oui. d'interaction. Très bien. Bah, je crois que j'ai pris toutes vos questions. En tout cas, j'espère avoir transféré la plupart des questions au professeur Tartour. Et j'espère qu'on vous a éclairé sur ces nouveaux traitements parce que finalement, l'immunothérapie recourt à des thérapies très, très différentes.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois, remercier Merci. les spectatrices pour nous avoir suivis, avoir posé leurs questions. N'hésitez pas encore une fois à adhérer à notre association. C'est grâce à vous qu'on peut proposer ce genre de webinaire gratuitement. Merci encore, professeur Tartour, et puis peut-être à bientôt. Merci, Émilie. Merci. Au Au revoir. revoir.